l'histoire, Ça, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN... Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la première fois dans cette législature, mais certainement pas pour la première fois en commission des lois. Vous étiez un habitué de la précédente législature, et avec cette deuxième audition, nous poursuivons notre cycle qui a été entamé la semaine dernière par Christophe Béchu pour la présentation de la feuille de route des différents ministres. Concernant votre ministère, les sujets ne manquent pas. Vous avez mis en œuvre des réformes structurelles. Vous préparez une loi qui est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, dite LOPMI. Vous êtes en charge de la politique migratoire, de la réforme de la police judiciaire, des réflexions sur l'autonomie en Corse ou dans les Outre-mer, avec des urgences quotidiennes à gérer. On a vu cet été notamment les incendies de forêt, la multiplication des refus d'obtempérer, j'aurai une question sur cette question, la persistance des rodéos urbains, et ce ne sont là ici bien évidemment quelques exemples. La commission des lois, et je tiens à vous le dire en même temps pour nommer les rapporteurs des différentes missions d'information, a choisi de créer 3 missions d'information. Je commence par celle qui vous concerne moins, puisqu'elle concerne le ministère de la Justice, qui sera donc rapportée par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermeyer. La commission des lois a créé une mission d'information sur l'évaluation de la mise en œuvre du Code de justice pénale des mineurs. Pour les 2 missions qui vous concernent, la commission des lois a décidé la création d'une mission d'information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale, expérimentée dans 5 départements métropolitains et dans les départements d'outre-mer. Les rapporteurs seront M. Hugo Bernalicis et Mme Marie Guévenoux. Sur cette question, vous aurez peut-être quelques éléments à nous apporter, Monsieur le ministre. La commission des lois, enfin, a décidé de la création de la mission d'information sur les enjeux de l'utilisation d'images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l'insécurité. Et cette mission d'information a été confiée au rapport de M. Philippe Latombe et de M. Philippe Gosselin. Coucou les amis. Naturellement, ces missions d'information commencent dès à présent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est en pause là? Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée? Commission des lois, retour direct. Sur un texte de loi pour lequel vous n'êtes pas concerné, qui est la proposition de loi examinée par le Sénat visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce. Ah, alors là on a un souci avec l'Assemblée. Tic. Aïe, 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 pourquoi l'Assemblée bloque comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien l'Assemblée, vous, de votre côté, ou quoi? Si je ne devais pas les sélectionner, et donc j'en ai retenu quelques-unes. La première vise nos travaux parlementaires immédiats qui seront ceux de la LOPMI qui vous concernent. Une LOPMI par laquelle vous avez annoncé la création de 8500 postes de policiers et de gendarmes d'ici 2027, en indiquant notamment que 3000 d'entre eux seront créés dès 2023. Et donc je voudrais que vous puissiez nous préciser dès à présent la ventilation de la création de ces postes entre les services de police, de gendarmerie, la préfecture de police de Paris, voilà. Les tâches qui seront prioritairement affectées à ces agents, et puis les villes, naturellement, qui pourront en bénéficier. Je voudrais également avoir une pensée au nom de la commission des lois pour le policier qui a été grièvement blessé hier à Anzin. Vous nous disiez devant la commission des lois que c'était un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes qui avait lieu dans notre pays. Merci Stéphane pour le... On portait gravement atteinte pour l'abonnement de nombreux policiers et gendarmes. Donc je voudrais que vous puissiez nous préciser si votre doctrine a évolué par rapport à ces refus d'obtempérer, quelles sont les consignes données aux policiers, quelles peuvent être par ailleurs les victimes civiles, et par ailleurs quel est le résultat aussi sur la protection des policiers et des gendarmes quant à l'évolution de cette doctrine. C'est ma deuxième question. Ma troisième question concerne l'immigration, et ma quatrième le concernera également. Nous avons dans nos permanences de plus en plus de chefs d'entreprise qui nous sollicitent par rapport au manque de main-d'œuvre que nous vivons dans notre pays, et qui sollicitent par ailleurs des régularisations pour des agents, des salariés, des indépendants qui travaillent pour leur compte et qui se trouvent aujourd'hui empêchés puisque non régularisés ou sans papier. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ce déficit de main-d'œuvre et par rapport aux sollicitations que nous recevons. Enfin, et c'est ma toute dernière question, et j'ai pour ma part excédé les 2 minutes, je vous prie de m'en excuser. C'est pas grave mon gars, t'es au poste, tout va bien. Sur le schéma de répartition des migrants dans notre pays, proposé et déjà instauré à l'époque par la loi Collomb,
de 2018, qui était indiquée comme étant une bonne solution selon l'Office français de l'immigration et l'intégration par la voix de son président. Je voudrais connaître votre position sur cette question également. Monsieur le ministre, je vous donne la parole pour un propos introductif et ensuite tous mes collègues auront... Donc, commission des lois qui démarre. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai, c'est pas possible ça. C'est à l'Assemblée que ça déconne, hein, c'est pas ici. C'est à l'Assemblée que ça déconne. Devant vous en ce début de mandat pour pouvoir expliciter effectivement la feuille de route fixée par Madame la Première ministre au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Je sais que vous aurez également à cœur, vous me l'avez dit, d'auditionner les ministres délégués qui sont auprès de moi, notamment Jean-François Carinco, en charge particulièrement de l'Outre-mer, Sonia Baquès pour la citoyenneté, et donc en partie sur des questions qui relèvent du séparatisme et de l'accès à l'intégration, et puis Caroline Cayeux avec Christophe Béchu, si j'ose dire, puisque sur le séparatisme, on a vu si le ministre hier en charge de la transition écologique avec a tout l'aspect financier, les élus transition écolos, par nature des collectivités combien cette locales, loi le était décret manipulée. d'attribution prévoit que c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des grandes questions territoriales institutionnelles. J'aurai l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Peut-être décliner la feuille de route sans faire une liste exhaustive, puisque beaucoup de questions seront posées et que l'intérêt de cette commission est sans doute de répondre aux questions en premier des parlementaires, m'attirant peut-être sur 3 sujets rapidement de priorité pour le ministère de l'Intérieur et donc pour moi-même, et répondre ensuite à vos interrogations, Monsieur le Président de la Commission des lois. La première priorité que je me fixe et que m'a fixée la Première ministre est la réussite de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux olympiques à Paris, mais pas simplement à Paris, dans tout notre pays. Ce sont des enjeux extrêmement importants qui prennent facilement un tiers du temps de l'agenda, puisqu'il s'agit d'occuper pour septembre 2023, pour la Coupe du Monde de rugby, c'est-à-dire pour demain, comme pour les Jeux olympiques, la question de la sécurité se pose en la plurielle de ce mot sécurité, puisque le cyber, la sécurité civile, l'ordre public, la bonne organisation des flux et la bonne organisation des événements, mais pas simplement des événements, l'accueil des délégations, des dizaines de millions de personnes qui vont venir sur notre sol et dans toutes nos régions jusqu'au parcours de la flamme avec la cérémonie qui touchera la fin des Jeux paralympiques, vont occuper pas simplement Paris et sa petite couronne, mais toute la France pendant plus de 3 mois, dans des conditions exceptionnelles, puisque jamais les Jeux olympiques n'avaient, par exemple, organisé une série d'ouvertures en dehors d'un stade. Et la série d'ouverture sur la Seine, qui va rassembler plus de 600 000 personnes, sera à la fois un moment, nous l'imaginons, extrêmement festif et positif pour le sport en général et pour la France en particulier. Mais évidemment, quand il y a autant de flux sur un territoire donné, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la délinquance, l'ordre public est évidemment une condition sine qua non de sa bonne réussite. Pour réussir les JO et la Coupe du Monde de rugby, il faut 2 choses, des médailles ou des victoires. Ça, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui peut y contribuer, mais le bon déroulement en termes de sécurité de ces enjeux, évidemment avec les policiers, les gendarmes, les pompiers, les services de renseignement, en lien avec ma collègue Amélie Castera-Oudéa, sera évidemment un moment très important. Et une partie de la LOPMI que vous aurez à discuter très bientôt après le Sénat va permettre de pouvoir répondre à ces exigences. Le deuxième sujet de priorité pour moi est la baisse de la délinquance de voie publique. Si je devais résumer, Monsieur le Président, mais vous avez suivi, comme d'autres, les débats du premier quinquennat, dans le premier quinquennat du Président de la République... Alors, on va regarder si le fil Twitter de l'Assemblée est meilleur ou pas. La police nationale de gendarmerie a permis à la fois de sortir de l'état d'urgence terroriste. Je rappelle que lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, le pays connaissait la vague d'attentats terroristes qui a touché particulièrement le quinquennat de François Hollande, mais qui avait commencé par l'affaire Mera à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et le Parlement avait accordé au gouvernement des moyens exorbitants du droit commun par des états d'urgence particuliers. Et l'une des premières dispositions a été de sortir l'état d'urgence en passant dans le dur de la loi, dans 2 lois antiterroristes particulièrement, mais aussi dans les moyens que nous mettons au service de nos renseignements et notamment au ministère de l'Intérieur, des moyens sans précédent. Sur les 10 000 policiers et gendarmes recrutés dans le quinquennat précédent, 4 000 ont été à la DGSI et aux renseignements territoriaux que nous avons restructurés. Nous avons d'ailleurs doublé le budget de la DGSI, ce qui nous permet aujourd'hui de considérer la menace terroriste, bien sûr, avec acuité. Et je veux le redire ici que cette menace est persistante et peut frapper à tout moment le territoire national, mais au service de renseignement d'avoir déjoué 39 attentats
sous le quinquennat précédent du président de la République et 8 depuis le début de cette année. Attentats souvent, pour ne pas dire quasi exclusivement d'origine islamiste, mais il y a aussi ultra-droite et ultra-gauche qui sont concernés. Parfois, la publicité médiatique en fait l'écho. C'est grâce aux lois votées par le Parlement, de renforcement des moyens, notamment technologiques. C'est aussi, bien sûr, grâce aux moyens physiques que nous avons mis en place dans notre pays. Et si désormais la menace exogène, la menace qui vient de l'extérieur pour toucher le sol français, par exemple le Bataclan, est moins importante, nous avons quand même un rehaussement des signalements de terroristes qui viendraient du Levant ou de l'Afrique subsaharienne. 500 signalements qui ont été auprès des services de renseignement depuis que je suis ministre de l'Intérieur depuis un peu plus de 2 ans. Si aucun d'entre eux n'a été profondément vérifié comme faisant partie d'une organisation terroriste qui peut frapper le sol national, il faut rester très attentif à cette menace exogène. La menace principale, vous le savez, c'est la menace endogène, la menace de personnes qui se radicalisent à l'intérieur de notre pays, de moins en moins d'ailleurs dans des lieux de culte, de plus en plus sur Internet et qui peuvent passer. Alors attendez, je vais aller voir si le fil Twitter de l'Assemblée est meilleur. Intrafamilial. Il y a évidemment encore beaucoup de travail. Cette violence continue à augmenter. Sur 100% d'augmentation. Merci Aurial qui a levé le lien. Attendez, il est en double. Ces violences sont au sein du couple, bien évidemment. Alors permanent en double, c'est pas possible. Nous pouvons parfois décrier, notamment pendant la campagne électorale, est essentiellement une violence qui est révélée à l'intérieur des couples ou des familles de France. Et particulièrement d'ailleurs, je voudrais le souligner, un drame se situe dans les régions les plus touchées socialement. C'est le cas du Nord et du Pas-de-Calais, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis et c'est le cas de l'ensemble de nos territoires ultramarins. Et je crois que je sais, Monsieur le Président, que l'ensemble des groupes politiques seront attentifs à continuer à donner les moyens à la justice et au ministère de l'Intérieur, ce véritable fléau que malheureusement nous accompagnons par une augmentation de moyens continue. Je voudrais désormais regarder les choses pour les années qui viennent dans la lutte contre la délinquance sur la voie publique. Les 2 années de Covid ont donné une drôle d'impression à nos concitoyens qui elles-mêmes succédaient à 1 an et demi de manifestations de gilets jaunes. Et on peut dire que le quinquennat précédent n'a pas vraiment connu d'année pleine, à part peut-être la première année, celle de 2017-2018, sans interférence, soit de grands sujets d'ordre public, soit de sujets pandémiques. Et donc nous retrouvons, si j'ose dire, espérons que ce soit le cas pour de longs mois, de longues années, le retour à une vie normale pour les services de police et de gendarmerie. Et nous constatons que les atteintes aux biens, qui certes ont baissé pendant le quinquennat précédent, commencent à remonter tout doucement selon les territoires de la République, les cambriolages, les vols de véhicules par exemple, et les atteintes aux personnes, notamment les atteintes aux personnes dans la rue, les atteintes de personnes sur la voie publique ou dans les transports en commun sont en continuelle augmentation. Et donc le deuxième objectif après la réussite des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby, c'est évidemment d'obtenir dans les mois qui viennent... T'imagines si ça marche pas ? Si je me mets moi-même un objectif dès l'année 2023 pleine, la baisse des indicateurs de délinquance pour des sujets qui touchent l'ordre public au sens sécurité publique du terme, les violences physiques dans la rue, les violences dans les transports en commun, dont beaucoup d'agressions sexuelles, les cambriolages et les vols de véhicules. Pour cela, on a effectivement une stratégie où il ne s'agit pas de demander des moyens législatifs supplémentaires, mais une meilleure organisation de la police nationale et de la gendarmerie nationale, j'y reviendrai bien évidemment, une présence beaucoup plus accrue sur le terrain des policiers et des gendarmes à hauteur d'homme, et notamment en mettant à disposition des préfets, des unités de force mobile qui, au lieu de faire de l'ordre public, font de la sécurisation publique. 7 communes de France, vous l'avez vu, ont eu dès cet été ces unités de force mobile. Et d'ailleurs, dans ces communes de France, à commencer par l'agglomération parisienne, on constate un bon mois d'août avec une baisse importante de la délinquance. C'est aussi le cas à Marseille où j'étais hier. On a constaté 8% de baisse de la délinquance dans les transports en commun, par exemple. Et donc les moyens en effectifs supplémentaires, soit ceux accordés dans la dernière année budgétaire, merci aux parlementaires de la majorité de l'avoir voté, soit ceux demandés à la LOPMI et dès cette année par les effectifs évoqués, cette présence plus forte de la police nationale et de la gendarmerie, surtout à pied, surtout dans les lieux où il y a de la délinquance de voie publique, devrait nous permettre de pouvoir faire baisser cette délinquance de voie publique. J'y reviendrai.
Troisième sujet, c'est évidemment un sujet de réchauffement climatique et du travail que fait le ministère de l'Intérieur dans la transition écologique souhaitée par le président de la République. Et notamment, vous l'avez vu cet été, le réchauffement climatique touche profondément l'appareil de sécurité civile que les Français constatent. Ils ont vu ces méga-feux qui touchent tout le contour méditerranéen et qui désormais, bien sûr, touchent non seulement les régions les plus touchées habituellement, je pense en France à la Corse ou à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui d'habitude connaît les feux les plus importants, mais cette année particulièrement l'Aquitaine, et puis sans faire la météo, remonter au nord de la Loire, où nous avons désormais eu des feux de 1500 ou 2000 hectares dans le Maine-et-Loire, dans le Finistère, c'est-à-dire des régions qui n'ont jamais été touchées par des feux de forêt et qui aujourd'hui répondent à un impératif de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est pas toujours la cause de ces feux, mais c'est souvent la condition du fait que ces feux se propagent, puisque si 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, soit volontairement, soit involontairement, évidemment il faut que le biotope, si j'ose dire, soit prêt à accueillir ces feux pour se propager. Il y a tout un sujet de transition écologique chez Christophe Béchu, notamment d'organisation de nos forêts, même si je veux remarquer ici que parmi les 100% des feux qu'il y a eu cet été, seulement 10% ont touché des forêts publiques et 90% des forêts privées. Donc il s'agit, vous en parlerez avec le ministre de la Transition écologique, de l'entretien des forêts privées essentiellement. Mais je veux ici souligner le fait que l'hydrométrie a été jusqu'à moins de 10% en Gironde, par exemple, et qui a permis de créer une propagation malheureusement très importante des feux que nous avons constatés, et des moyens humains, je pense bien sûr aux pompiers, aux sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, des moyens militaires, puisque nous avons des formisques qui dépendent du ministère de l'Intérieur, ou des moyens aériens qui mériteraient d'être vus de façon différente dans leur stratégie et plus importante dans leurs moyens. Et donc je veux dire à Monsieur le Président de la Commission des lois et à vous tous que nous réfléchissons en ce moment même, non seulement à la saison de feu de l'année prochaine. Attention à la saison de feu qui pourrait arriver en même temps que les Jeux Olympiques. Oh là 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 là, décidément. Les forces de l'ordre et le ministère de l'Intérieur à se déplier sur plusieurs opérations de sécurité civile en même temps. Cette résilience est très, très importante. Et puis évidemment de réfléchir aussi aux atteintes à l'environnement de plus en plus nombreuses, d'où la création de la gendarmerie verte que j'ai eu l'occasion d'évoquer, qui fait clairement... Les atteintes à l'environnement, c'est-à-dire réussite de la Coupe du Monde de rugby des Jeux Olympiques, baisse de la délinquance de voie publique, la sécurité civile à l'heure du réchauffement climatique. Voici les trois grands domaines sur lesquels je vais particulièrement me déployer, ainsi que les services du ministère de l'Intérieur. Se rajoutent à cela, Monsieur le Président, des questions institutionnelles qui sont propres effectivement à mon décret d'attribution, des questions qui sont copartagées avec d'autres politiques publiques, mais qui verront bientôt le jour à l'Assemblée et au Sénat, d'abord par un débat, ensuite par un texte de loi, vous l'avez dit, le sujet autour de l'immigration. On en reparlera j'imagine, dans les questions. Je ne voudrais pas m'apesantir sur ce point. Deuxième sujet très important institutionnellement, c'est le travail que nous faisons autour de la collectivité de Corse, puisqu'on est parti pour plus d'un an de discussions institutionnelles avec l'ensemble des élus de l'île de Beauté, de la Nouvelle-Calédonie, puisque le troisième référendum qui a définitivement mis la France en lien avec évidemment le travail qu'avaient fait deux gouvernements précédents, mais en lien avec la Calédonie et le vote des Calédoniens, font qu'il faut créer désormais un nouvel espoir, une nouvelle institution d'avenir pour l'île de Nouvelle-Calédonie. Et nous avons autant sur la liste électorale que sur le régime institutionnel à travailler, et sans doute des modifications. Absolument, Stéphane, il y a eu toute une polémique. C'est aussi évidemment le cas puisque la tête de l'ONF, ça a valsé et il n'y avait pas de remplaçant depuis des mois et des mois quand il y a eu les feux de cet été. Durant ce mandat, la fusion des conseillers départementaux et des conseillers régionaux par l'élection. C'est aussi le cas de la métropole du Grand Paris, ainsi que celle du Grand Marseille. C'est donc des sujets institutionnels très forts, dont j'aurai l'occasion, Monsieur le Président, sans doute, soit par les travaux parlementaires en réaction, soit par vos propres demandes d'audition, de détailler le contenu si les commissaires ne veulent pas le souligner désormais. Pour répondre et pour en terminer, donc pour ne pas prendre trop de temps des questions, vous m'avez posé, si j'ai bien noté, 4 séries de questions. Vous demandez à quoi serviront les effectifs, les 8500 prévus dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. La LOPMI, dont on va beaucoup parler. Par le Parlement. Sur les 8500 créations d'effectifs,
Je peux vous donner la ventilation année par année, Monsieur le Président, et thématique par thématique. Je voudrais peut-être me concentrer sur les 2 premières années, puisque si je me donne comme objectif que la baisse de la délinquance de voie publique et que l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et des JO se passe dans des bonnes conditions, les années 2023 et 2024 sont évidemment extrêmement importants pour obtenir ces sujets. Alors, police et gendarmerie, 52% de création dans la police nationale, 48% de création dans la gendarmerie nationale. Pour la police, c'est la création des 4 CRS, 8 que j'ai évoqués, c'est-à-dire des compagnies républicaines de sécurité qu'on pourrait appeler mobiles, comme celles que nous avons mis en place désormais dans les Yvelines et qui interviennent notamment sur les questions d'ordre public et qui interviennent désormais extrêmement rapidement, dont une serait installée à Marseille, l'autre à Chassieux dans le Rhône, la 3e à Nantes dans la Loire-Atlantique, la 4e à Montauban pour la région Occitanie. Ça veut dire que la création des effectifs de CRS, pour faire 4 CRS, c'est 200, pour la CRS 8, 200 effectifs de CRS par unité. Et nous prévoyons 600 créations d'effectifs dès 2023 et 200 en 2024. C'est-à-dire que les 4 CRS seraient créés dès les 2 premières années du mandat. Pour les augmentations d'effectifs de police dans les commissariats de sécurité publique, qui ont été, vous le savez, la priorité des 2 dernières années budgétaires que j'ai pu diriger, nous prévoyons 604 créations de postes de policiers supplémentaires, hormis la préfecture de police et hormis les transports en commun, j'y reviendrai, dont 507 dès la première année et 97 dès la seconde année. C'est-à-dire que l'intégralité des augmentations d'effectifs de police dans les commissariats serait créée dès les 2 premières années de mandat et singulièrement dans la première. Nous allons mettre particulièrement l'accent sur les transports en commun, et notamment dans la région parisienne, où 50% des actes de délinquance dans les transports en commun a lieu à Paris et dans la Petite Couronne, et notamment énormément d'agressions envers les femmes. Et donc une direction unique de la police et de la gendarmerie sur les transports en commun sera créée, et des effectifs extrêmement renforcés dans les grandes agglomérations de France. Bonjour Chris. 450 en tout, dont les 2 tiers, 200 et 122, les 2 premières années budgétaires. La préfecture de police verra, elle, l'arrivée de 1000 policiers supplémentaires, comblant ainsi la difficulté. Nous avons à Paris, avec le nouveau préfet de police, constaté effectivement l'importance d'une saturation sans doute de l'espace public dans certains quartiers de la capitale. Songez que dans le nord de Paris, il y a eu plus de violences urbaines qu'en Seine-Saint-Denis l'été dernier. Et que ça pose donc des questions de changement sociologique de la ville de Paris et sans doute aussi d'urbanisme, mais de réponse policière. Il y a eu évidemment à tirer des conséquences des mois précédents. Nous allons faire une transformation extrêmement importante puisque vous ne verrez plus de policiers aux frontières dans les aubettes des aéroports, mais des personnels civils du ministère de l'Intérieur. Et donc nous pourrons, grâce à une transformation forte, récupérer des policiers formés en uniforme armés pour faire autre chose que le contrôle des passeports ou des pièces d'identité. Cela arrive dès l'année prochaine avec la création des effectifs que nous proposons. C'est une réforme très importante qui permet de regagner des patrouilles et de la présence de voies publiques et de pouvoir encore professionnaliser l'accueil dans nos aéroports. Nous allons aussi créer des assistants d'enquête, des formes de greffiers de police qui sont prévus dans la LOPMI. L'idée, c'est que le magistrat, le juge du siège, par exemple, il a un greffier qui l'aide, qui tape à l'ordinateur, qui appelle l'avocat, qui discute avec lui, puis le magistrat se concentre sur les actes propres d'enquête. Aujourd'hui, le policier gendarme, lui, il fait l'intégralité de la démarche. Il est le policier qui à la fois accueille la personne qui a été mise en garde à vue, qui appelle son avocat, qui appelle le médecin, qui livre le repas. Bref, il y a des actions administratives qui ne relèvent pas de la formation des officiers de police judiciaire. Ces assistants d'enquête dont nous discutons évidemment, non, pas LOPMI, une grande partie d'entre eux, soit APJ, via le personnel administratif, technique et scientifique du ministère de l'Intérieur, et permettra évidemment de donner aussi une méritocratie à ces personnels extrêmement courageux. Et puis il y a une agence unique du numérique au ministère de l'Intérieur. La moitié des 15 milliards d'euros demandés par la LOPMI, c'est le cyber et le numérique. Nous y reviendrons très certainement. Et cette agence unique qui vient fusionner plusieurs directions du ministère de l'Intérieur prévoit 50 emplois dès 2023 et 50 dès 2024. Donc pour résumer, c'est 1900 dans la police en 2023 et 1130 dans la police en 2024. Pour la gendarmerie, nous recréons les 7 escadrons de gendarmerie mobile. Dans les 11 UFM, c'est 7 escadrons de gendarmerie mobile, 4 unités. Je prends des notes. C'est-à-dire 840 gendarmes mobiles, dont 420 sont créés les 2 premières années pour que les 11 escadrons de gendarmerie mobile... Donc je vous rappelle que c'est Sarkozy qui, dans les années 2005-2010,
avait réduit le nombre de gendarmes mobiles et de CRS en considérant que finalement la paix sociale était là, qu'il y aurait moins de manifestations, etc., qu'il y avait moins besoin de ces hommes-là. Et on voit que là, depuis un certain nombre d'années, l'État revient sur cette position. 11 escadrons de gendarmerie et de CRS que nous créons, nous libérons 7 unités supplémentaires, ce qui fait 18 unités de force mobile pour les Jeux Olympiques, pour que les unités de force voilà, mobile... donc les Jeux Olympiques, comme toujours, hein, c'est la flamme de la sécurité. Hein, parce que ces escadrons et ces compagnies, à Paris, elles resteront après les JO. Les gendarmeries seront créées. Je lancerai la semaine prochaine dans le Cher le début de discussion entre les élus locaux et nationaux et les préfets et la direction générale de la gendarmerie. Pour février prochain, nous aurons la carte des 200 brigades. On peut imaginer qu'on pourra créer entre 2 et 3 brigades par département, à l'exception des départements extrêmement urbains, bien évidemment. Mais c'est à peu près le calcul. Il y aura donc 2144 gendarmes recrutés spécifiquement pour les brigades territoriales que nous venons d'annoncer. 312 en 2023. Bonjour Jess. En 2024. Nous avons en police et en gendarmerie le recrutement de 350 formateurs pour pouvoir accompagner un certain nombre d'évolutions et de formations continues de la police nationale et de la gendarmerie. Et puis j'ai évoqué la gendarmerie verte et l'agence du numérique par ailleurs, ce qui fait que pour la gendarmerie, c'est 950 créations de postes en 2023 et 1045 en 2024. Je pense que je ne peux pas être plus explicite, mais je peux vous laisser le tableau, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Les escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires seront créés à Melun, à Hyères, à Joué-les-Tours, à Villeneuve-d'Ascq, à Dijon, à Thionville et à Lodève. Donc ils sont évidemment partis tous sur le territoire national. J'ai évidemment pensé à M. Bernalicis en lui envoyant des gendarmes mobiles. Je voudrais poser d'autres réponses. Ça rigole, ça rigole. Le refus d'obtempérer. Attends, moi je veux m'associer avec vous, Monsieur le Président, envers ce policier du Nord qui effectivement a dans la nuit été entre la vie et la mort et qui, à ma connaissance, son pronostic vital n'est plus engagé, mais on ne sait pas encore s'il aura des séquelles. Et puisque c'est devenu public, sans le sang-froid de ses collègues, ont pu retrouver d'ailleurs dans le véhicule une grande quantité de drogue. Donc le refus de tempérer n'est pas toujours le fait de personnes qui seraient un peu distraits au volant. Je voudrais quand même le souligner parce que parfois c'est le débat public que j'entends. Ces refus d'obtempérer, ils ont augmenté de 13% depuis 2016. En 2021, il y en a eu 27 609, quand ils étaient 24 409 en 2016. Et je veux dire que depuis le 1er janvier, 41 blessés graves dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Depuis le 1er janvier sur les refus d'obtempérer. Malheureusement, si j'ose dire, on ne s'attarde pas autant sur chaque policier et gendarme gravement blessé parce qu'un véhicule ne s'arrête pas. Monsieur le Président, comme je me doutais que le sujet était d'actualité, je me suis permis de sortir la fiche de renseignement que j'ai tous les matins sur mon bureau sur les événements de la nuit. Il n'y a eu rien que cette nuit, 5 refus d'obtempérer graves envers les policiers et les gendarmes. À Le Relecq-Queyron, désolé pour les Bretons, usage des armes par les forces de l'ordre dans un refus d'obtempérer d'un véhicule signalé volé, tir en direction du pneu, véhicule en fuite. À Toulouse, à 20h30, refus d'obtempérer par un véhicule qui s'accidentait tout seul dans un virage, le conducteur est blessé. À Nantes, refus d'obtempérer par un véhicule qui percute un autre véhicule, auteur interpellé, l'occupante était âgée de 70 ans dans le véhicule qui était, lui, stationnée normalement. Elle est aujourd'hui au centre hospitalier de Nantes. À Anzin, on vient de parler de ce pauvre policier. Et à Étampes, où le refus d'obtempérer du véhicule termine sa course dans un arbre. Le conducteur est blessé et évidemment était, si j'ose dire, évidemment sous l'empreinte alcoolique. 5 refus d'obtempérer graves rien que cette nuit. Je suis prêt à parier, puisque c'est à peu près les mêmes fiches chaque jour sur mon bureau, que ce sera la même chose demain et après-demain. Donc effectivement, Monsieur le Président, ces refus d'obtempérer toutes les demi-heures touchent d'ailleurs autant les zones police que gendarmerie. Pour autant, puisque la question sera sans doute posée, les tirs des policiers et des gendarmes ne sont pas particulièrement en augmentation. 137 en 2016, 202 en 2017, 170 en 2018, 147 en 2019, 153 en 2020, donc je rappelle que c'était une année Covid, où on était censé avoir moins de véhicules sur la route, 157 en 2021. Si je compare avec les années pleines de 2018 et 2017, il tire même en proportion moins que dans les années non-années Covid. Mais il y a plus de refus d'obtempérer. Je veux redire que la consigne
S'il vous plaît, les amis, on reste sur le sujet. La direction générale de la gendarmerie nationale, c'est qu'il est évident qu'il s'agisse de rodéo urbain ou de refus d'obtempérer, il est possible de poursuivre le véhicule. Il est même du devoir des policiers et des gendarmes de le faire et de s'arrêter lorsqu'ils sont en véhicule, lorsqu'ils considèrent que les choses deviennent dangereuses pour eux-mêmes ou pour les personnes qui viennent à traverser ou à circuler et qui pourraient subir la course-poursuite ou la chasse. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans des conditions encadrées par le code de déontologie, les refus d'obtempérer, lorsque le véhicule se transforme en arme contre le policier ou le gendarme, ils sont autorisés à tirer. J'attire l'attention qu'à chaque fois qu'un policier ou qu'un gendarme tire, l'inspection générale de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ouvre une enquête. Il est extrêmement automatique. Je ne sais pas, je n'ai pas le pourcentage, mais manifestement, je connais peu d'histoires où le policier et le gendarme n'est pas mis lui-même en garde à vue ou présenté devant un magistrat, dont à chaque fois, il est donc évidemment procédé à une enquête sur chacune des autorisations de tir des policiers et des gendarmes, dont je veux ici redire mon entier soutien devant leur métier difficile et me trouver à la fois, si ce n'est en colère, au moins chagriné que tous les élus de la République ne apportent pas le même soutien aux policiers et aux gendarmes. Okay. Je voudrais terminer pour peut-être évoquer la question de l'immigration. Et notamment l'immigration de travail que vous avez évoquée. L'immigration de travail, ça c'est la bonne celle-là. Il est évident que ce débat est un débat complexe et qu'il touche l'ensemble du champ ministériel. Je le dis en citant Olivier Dussopt, puisque je travaille particulièrement avec lui sur ce sujet. Moi, je pense, Monsieur le Président, que nous avons à améliorer, bien sûr, notre politique d'immigration envers les délinquants étrangers, avec plus de fermeté, je me suis exprimé publiquement sur ce propos, mais aussi le petit sourire. De meilleure intégration des personnes qui travaillent sur le sol de la République et qui sont soumis soit à une absurdité administrative de la part du fonctionnement administratif du ministère de l'Intérieur, et donc je l'assume pleinement pour améliorer très largement ce processus. Des travaux ont été faits, il y a moins de files d'étrangers, si j'ose dire, dans les préfectures, mais parfois ces files sont numériques, ou parfois elles existent encore, et elles sont inacceptables du point de vue de l'intégration des personnes qui veulent vivre sur notre sol, mais aussi du peu de cas que font certains employeurs des personnels immigrés qu'ils recrutent. Et si une très grande et une immense majorité, j'imagine, d'employeurs respectent le code du travail et regardent les choses avec intérêt, j'ai entendu le MEDEF qui, par la campagne présidentielle, souhaitait davantage d'immigration de travail. Le débat ne m'appartient pas, il appartient évidemment à la Première ministre et au Parlement de fixer des évolutions législatives. Il y a des choses qui me choquent personnellement en tant que ministre de l'Intérieur, mais même en tant que citoyen. Je ne trouve pas normal que seul l'employeur peut demander la régularisation de la personne qui travaille pour lui. Comme si l'employé lui-même ne pouvait pas faire cette demande de régularisation. Je crains malheureusement qu'une pression trop forte sur ce que d'aucuns pourraient appeler l'armée de réserve, fait qu'on accepte des horaires décalés, on fasse beaucoup de harcèlement sur certains salariés, et je pense que dans les conflits sociaux qu'ont connus un certain nombre de travailleurs, notamment sans papier, ils ont toujours trouvé le ministre de l'Intérieur auprès d'eux. Ah bon ? Madame Poulain, par exemple, qui a travaillé auprès de la CGT et travaillé sur ces combats, a été particulièrement, je crois, écoutée par le ministère de l'Intérieur et contribué à ces régularisations. Je trouve, par exemple, anormal que les cours de français que doivent prendre les étrangers qui travaillent sur le sol national doivent se faire pendant les heures de travail, alors que pendant ces heures de travail-là, l'employeur ne laisse pas aller vers ces cours de français. Et donc il y a une sorte de débat un peu malsain entre le travail et l'intégration. Il faut absolument que nous changions ça. Et je trouve en effet anormal, Monsieur le Président, que des personnes qui ont un contrat de travail voient leur renouvellement de titre de séjour arriver, qui ne pose pas de problème à la République, parfois perdent leur contrat de travail par mauvaise organisation des services du ministère de l'Intérieur. Vous aurez constaté d'ailleurs que pour la première fois, dans un budget que présenterait le ministre de l'Intérieur depuis plus de 20 ans, il y a 340 effectifs de plus dans les préfectures. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, on a stoppé la chute des baisses des ETP dans les préfectures. Désormais, ils remontent à 340. Peut-être que ce n'est pas encore assez, mais en tout cas, ils sont là pour être au rendez-vous, évidemment, du service public. Moi, je m'enorgueillis de cet arbitrage rendu personnellement par la Première ministre à ma demande. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on va recréer des sous-préfectures. On aura l'occasion d'en reparler très certainement. Enfin, je voudrais attirer l'attention de quelques membres de la Commission des lois sur les trappes à irrégularisation que nous créons nous-mêmes par nos propres législations.
Pour créer une auto-entreprise, on n'a pas besoin de montrer qu'on a des papiers. Et il y a un système de fonctionnement capitaliste que vous avez parfois évoqué dans d'autres cénacles qui fait qu'on embauche des gens en auto-entrepreneurs. Ils payent des impôts, voire des cotisations, sans en bénéficier parce qu'ils sont irréguliers. Et après, ils viennent dans les préfectures pour demander leur régularisation et ne sont pas régularisables. Il faut absolument qu'avec Bercy, nous mettions fin à cette possibilité pour qu'on ne puisse pas, bien évidemment, ça paraît le bon sens, de créer une entreprise lorsqu'on n'est pas régulièrement sur le territoire national. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président. Je pense avoir répondu à vos propos introductifs. Merci Monsieur le Ministre. Alors j'ai donné la parole aux différents représentants des groupes avant de donner la parole aux différents députés. Madame Marie Guévenoux pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup Monsieur le Président. D'abord, laissez-moi, Il y a du monde, au nom du groupe Renaissance, toute la solidarité et nos vœux de rétablissement au policier qui a été victime de ce refus d'obtempérer dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président. Votre action sur le quinquennat précédent a été marquée par une augmentation forte des moyens, que ce soit aussi bien les moyens informatiques, tablettes, véhicules, réfection des commissariats, des casernes, et puis aussi par une augmentation des effectifs des forces de l'ordre. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, nous aurons dans les années à venir 2 événements majeurs, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby, qui vont nécessiter l'organisation, le déploiement de forces de l'ordre en très grand nombre pour que ces événements soient parfaitement réussis. Et ici, évidemment, tout le monde le comprend. Moi, j'aimerais vous interroger sur 2 points à ce sujet. Le premier, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le déploiement que vous envisagez pour la réussite de ces 2 événements ? Et puis le second, c'est qu'au fond... Donc là, on est dans la question de complaisance. Les sécurité dans certains départements, dans certains territoires, ils sont toujours là. Comment vous envisagez de déployer ces effectifs dans ces départements qui font face à des enjeux de sécurité importants ? Alors là, c'est la députée de l'Essonne, mais il n'y a pas que l'Essonne qui est concernée par ces problématiques. Il y a aussi l'Île-de-France et puis probablement d'autres territoires de province. Donc comment vous envisagez cette répartition des effectifs pour maintenir l'effort qui avait été le vôtre pendant 5 ans. Seconde partie de ma question portera sur la mission d'information dont a parlé le président de la Commission. La LOPMI, qui sera examinée par le Sénat, contient d'ores et déjà des articles sur l'investigation. On sait que c'est un domaine qui est en crise. Comment ça s'articule avec les discussions que vous menez sur la réforme ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Romain Beaubry pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Très heureux d'être à la place qui est la mienne aujourd'hui afin d'avoir une liberté de parole et de pouvoir exprimer et rétablir les vérités venant directement du terrain. Car de nouveaux véhicules, ah merde, j'ai pas entendu son nom. C'est bien, c'est même très bien pour les conditions de travail de nos forces de l'ordre. Mais ce n'est pas ce qui va assurer davantage la sécurité des Français. Entre un laxisme judiciaire... Vous auriez dû mettre un uniforme, monsieur, vous en auriez parlé autrement. Entre un laxisme judiciaire où la culture de l'excuse est prédominante et votre incapacité à expulser les clandestins ainsi que les délinquants et criminels étrangers, ce sont nos compatriotes qui chaque jour sont agressés, volés, violés ou tués au nom du vivre ensemble, prônés par ceux qui ne vivent pas avec. Ce sont aussi nos forces de l'ordre, dans toutes leurs composantes, qui trinquent de par votre incapacité à assurer l'ordre et à faire appliquer la loi. Romain Beaubry, c'est ça ? Ils subissent chaque jour de lourdes agressions, tentatives de meurtre ou même meurtre parfois. L'épuisement est extrême et le moral est en berne dans les rangs. Le sentiment de faire un travail inefficace, sous la pression parfois d'une hiérarchie qui ne voit que par la politique du chiffre, est omniprésent. Il y a 15 ans, avec Michel Alliot-Marie, il fallait gonfler les chiffres sur les passages d'individus au fichier. Il y a 10 ans, avec Manuel Valls, les tentatives de cambriolage devaient se transformer en simple dégradation. Et avec vous, Monsieur le Ministre, on effectue des simples contrôles routiers et on les classe en lutte contre les routes démotorisées. Les professionnels de la sécurité publique, eux, sont dans l'action, tandis que vous n'êtes que dans l'agitation et dans la réaction. Ma première question, la voici, Monsieur le Ministre. Quelles mesures fortes allez-vous prendre pour assurer véritablement la sécurité des Français ? La seconde, quand allez-vous prendre la mesure de l'épuisement des forces de l'ordre et agir pour endiguer la vague de suicides qui décime les rangs ? Les questions que je vous pose, ce ne sont que quelques-unes des questions que je me suis posées durant ces 15 dernières années, que ce soit en simple citoyen ou en tant que membre des forces de l'ordre. Mais comptez sur moi pour vous demander très régulièrement des comptes durant cette législature. Je vous remercie. Merci Madame André de Torigna pour le groupe La France Insoumise.
Ah, là, on voit quand même que les députés RN, sur la question flicaille, Notre groupe, ils montent au créneau. nous Hein, parce que pour le associer reste, au soutien, c'est quand même bon du genou. par rapport aux policiers blessés comme à tous ceux qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le ministre, nous vous alertons sur la Oui, pente et les glissante flics. que votre gouvernement ne cesse d'emprunter depuis des années, celle qui vise à repeindre en ennemi de la République le moindre des adversaires politiques. Nous avons pris acte de votre décision d'expulser l'imam Iqiyoussen. Les propos que vous lui reprochez ne semblaient pas vous gêner lorsque vous dîniez avec lui des années plus tôt dans le but de conquérir la mairie de Tourcoing. Selon les commentateurs juridiques, le droit au respect de la vie Rapport à familiale l'enquête de l'imam né en Mediapart. France, ayant des enfants français, n'a pas été respecté. C'est le retour de la double peine. L'affaire reste pendante devant le tribunal administratif qui sanctionnera, le cas échéant, la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Votre chasse aux ennemis de la République ne s'arrête pas là. Nous avons appris que le préfet de la Vienne demande à la ville de Poitiers de retirer son soutien financier à un événement organisé par Alternatiba. Il s'agissait pourtant d'un atelier de formation sur la désobéissance civile. C'est fou comme ça renvoie par nature au stream non d'hier, tout ça. violente, Hein. dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il affirme que cette association a rompu son engagement républicain, cette convention absconse introduite par votre loi sur le séparatisme islamiste. Nous vous alertions dans l'hémicycle il y a plus d'1 an sur les risques d'instrumentalisation de ce type de dispositif. Les associations environnementalistes en paient le prix aujourd'hui, comme à l'époque où l'état d'urgence permettait d'assigner à résidence des militants écologistes à l'occasion de la COP 21. Monsieur le ministre, Alternatiba touchera-t-elle la subvention pour son action citoyenne non violente portant sur un sujet que le président de la République considère lui-même comme le combat du siècle ? Merci. Merci. Monsieur Éric Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, quelque part, vous êtes passé aux aveux dans votre déclaration liminaire, puisque vous avez reconnu une augmentation des atteintes aux biens et une très forte augmentation des atteintes aux personnes. C'est ce que nous disons, c'est ce que vous avez toujours nié. À la veille de l'élection Vous admirez nos fiches, présidentielle, les les fiches chiffres sont là, de Jessie et de 45% Glodioman. d'augmentation. Donc cette LOBMI, elle est En haut, bienvenue. dans le chat, en haut, dans Elle le est chat. bienvenue. Nous l'attendions, nous l'attendions. Alors pour les fachos, on a un petit... bon, Ciotti, ça pourrait... mais pour les fachos, on va dire, cette loi, y compris sur les ce textes volet, dans le chat pour le sont commerce différents, on Mayotte, distingue. Hein. où la situation se dégrade, et je pense notamment à la Pas semblant de croire question qu'ils sont comme des les droits autres. du sol vont dans le bon sens. Donc surveillez bien le C'est chat. plutôt ce que ne contient pas cette LOBMI. Pas de volet judiciaire, ou presque. Merci, Momon. Pas de peine plancher. C'est l'occasion de dire mon soutien aux policiers d'Anzin, bien sûr, comme l'ont fait plusieurs collègues. Nous réclamons, et le groupe républicain avait porté un texte dans l'hémicycle, des peines planchées contre ceux qui portent atteinte ou qui outragent nos forces de l'ordre. C'est une priorité. Pas de double peine pour les délinquants étrangers. Vous avez pourtant, Monsieur le ministre, vous-même établi la Police judiciaire. chiffre, Police judiciaire. sur le lien direct entre délinquance et immigration. Alors Et pas de volet, le résumé, ministre, sur je l'immigration. vous le fais après, C'est Ciotti. tout à fait étonnant, ce volet a été enlevé. Vous avez parlé des liens directs entre immigration et délinquance. Il n'y a aucun volet matériel pour améliorer les conditions d'expulsion, aucun volet matériel pour augmenter le nombre de places en centre de rétention. Nous y voyons des lacunes. Ça, nous en parlerons demain matin avec Dominique Simoneau. Ce texte Soyez là à 9h, la contrôle générale des lieux de privation de liberté. sur le volet pénal. Il sera On aurait aimé au poste à une loi 9h. d'orientation globale, sécurité intérieure et justice. La réponse aurait été plus pertinente. Et pourquoi cette absence sur le volet migratoire? Merci, Madame Merci. Élodie Jacquier-Laforge pour le groupe démocrate, en visio. Merci, bonjour à tous, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bien évidemment, au nom de mon groupe aussi, nous adressons tout notre soutien aux policiers qui a été blessé, mais de façon générale à l'ensemble de nos forces de l'ordre.
Vous avez présenté, Monsieur le Ministre, en Conseil des ministres... Alors, pour faire le résumé rapidement pour ceux qui viennent d'arriver, donc c'est l'audition de Gérald Darmanin qui vient présenter, on va dire, ses grands travaux, donc notamment la LOPMI, la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. En gros, il a expliqué qu'un tiers du temps du ministère de l'Intérieur était aujourd'hui consacré à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques. Tiens, vous me direz, là, si le sidechain sonore fonctionne. Un tiers du temps du ministère de l'Intérieur consacré à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et des JO. Deuxième priorité, alors baisse de la délinquance, qu'il va amener avec 10 000 policiers, 8 500 policiers, pardon, avec notamment la création de 4 compagnies républicaines de sécurité et 7 escadrons de gendarmes mobiles. Enfin, le troisième point, c'est comment la sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers et autres, peuvent travailler en période de réchauffement climatique. Ça fait allusion aux incendies. Voilà, c'est ces 3 points-là. Là-dessus, il rajoute l'immigration, évidemment, ça ne mange pas de pain. Et il a fait tout un petit laïus façon CNews sur les refus d'obtempérer. Voici le résumé rapide de l'audition de Darmanin qui a démarré il y a 40 minutes. Il y a le dispositif Rescue afin de multiplier et de diversifier les appareils utilisés. Vous avez parlé du réchauffement climatique et du biotope aussi sur lequel il se situait. Ah, c'est pas moi l'écho. Elle porte spécifiquement, excusez-moi, sur des éléments qui peuvent concerner. Nous, maintenant, on a un ingé son. Montant vraiment de la modernisation, spécifiquement sur l'aviation de la sécurité civile. Avez-vous des éléments aussi à nous donner sur l'utilisation éventuelle des drones pour détecter et anticiper ces feux, ces départs de feu? Il y a un sujet aussi sur la prévention. Je suis désolé, en matière d'incendie, vous m'entendez? Police de la séance, puisque vous avez dépassé votre temps et que j'y veille scrupuleusement. Oui, alors c'était le dernier. Il fait la police de la séance, c'est joli ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Sacha Houlier. Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour cette présentation. Moi, j'aurais une question par rapport à la LOPMI. En fait, je pense qu'il y a de la procédure pénale, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Il y a des dispositions de procédure pénale qui, d'ailleurs, poseront des questions. Et peut-être faut-il aussi limiter nos efforts sur cette procédure pénale, parce qu'à changer en permanence le code, cherche son nom de famille. Les magistrats perdent vraiment en efficacité et nous en lisibilité. Ça, c'est une observation liminaire. Simplement, j'ai une question de fond sur la LOPMI par rapport à la création de ces directions uniques de la police nationale, dont vous avez lancé l'expérimentation en janvier 2022, et qui, en fait, apparaissent dans la LOPMI comme généralisées en janvier 2023, ce qui pose un problème sur lequel peut-être vous pourrez nous donner des explications. Le principe de l'expérimentation, on le sait, c'est souvent ce qu'on n'ose pas faire d'emblée et on lance une expérimentation, mais de là à la généraliser avant même que le bilan en soit dressé, moi, me pose problème. Vraiment, me pose problème parce que est-ce que je vote une expérimentation si je sais que son appréciation et son bilan ne sera pas partagé avant de décider de sa généralisation? Donc ça, c'est la première question. Et ce n'est pas qu'une question de forme, c'est une question de fond, parce que pour en avoir parlé avec les acteurs locaux, ceux-ci sont très réservés par rapport aux incidences sur la police, sur les officiers de police judiciaire, et en particulier sur l'indépendance de la justice par rapport à la police et de l'indépendance du procureur par rapport à un préfet et à une direction départementale. Certes, le procureur, c'est écrit dans la loi, le procureur et le préfet décident ensemble. Mais ce qui ressort des informations que moi j'ai reçues, c'est que c'est généralement pas le procureur, c'est le préfet qui décide. Voilà la question que je voulais vous poser. Merci, Monsieur Didier Lemaire pour le groupe Horizon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous remercie pour la clarté de votre présentation. Mes collègues et moi-même, membres du groupe Horizon, sommes heureux de pouvoir travailler avec vous sur tous les grands chantiers qui attendent votre ministère. J'ai plusieurs questions à vous poser. La première concerne le possible hub européen de la sécurité civile à Nîmes. Dans la conjoncture actuelle, face à l'intensification des crises, leur multiplication et leur caractère transfrontalier,
Il est indispensable que les pays européens soient en mesure de pouvoir porter assistance à leurs voisins. Cela dit, tout à l'heure, j'ai mal résumé, hein, j'ai oublié un truc. L'immigration, c'était bon pour tacler comme d'habitude, mais quand même pour dire que l'immigration de travail, de main-d'œuvre, il faudrait peut-être arranger un peu les choses. Ce qui fait que Ciotti s'est énervé. D'une part, à une véritable coopération européenne et d'autre part, à une anticipation et une programmation maximum. Dans la lutte contre les incendies, la flotte d'avions est un outil efficace. Dès lors, pouvez-vous nous indiquer si vous envisagez le dress code des députés est quand même assez étonnant. De sécurité civile. Si oui, où en sont les discussions au niveau européen et à quelle échéance cela est-il envisagé? Moi, j'ai un très beau t-shirt de Maurice Rachfus. N'a pas de corrélation avec celui des incendies, mais est malheureusement un autre sujet brûlant. L'actualité nous rappelle de façon... Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu qui vont permettre prends la foule à témoin, il y a interdiction. Il y a quoi la formation de il y a incitation à l'émeute. Ainsi que tous les élèves et gendarmes. Le meilleur accueil des victimes et la possibilité de recueillir la plainte à distance sont d'autant d'avancées qui doivent être saluées. À ce sujet, pourriez-vous nous indiquer si l'application Ma Sécurité mise en place depuis le printemps de cette année est un outil dont se saisissent les personnes qui luttent contre les violences conjugales? Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer... Non, je ne crois pas que ce soit Guérini. La fonctionnalité permettant de déposer plainte en ligne sera mise en place effectivement. Du RN qu'on entend enfin, envisagez-vous de mener une campagne de publicité particulière dans notre pays pour la promouvoir auprès de toutes et de tous? Merci. Je vous remercie. Madame Sandra Regol pour le groupe écologiste. Ah, elle est bien normalement. Sandra rigole. S'occupe des questions sécuritaires. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Ministre. On est aujourd'hui en audition avec vous parce qu'on doit s'interroger sur les réformes de la police dans les temps à venir. Et j'ai envie de vous poser la question, une réforme, ok, mais pour quel projet? Qu'est-ce qu'on veut mettre au service de la population française? Voilà, au fond des choses. Que la Constitution nous devrait tous et toutes nous obliger à honorer, à savoir notre slogan liberté, égalité, fraternité. Et pour ça, il faut une volonté politique. Et je ne suis pas sûre de la déceler dans les chiffres que vous venez de nous donner. D'un côté, il y a des forces de l'ordre qui sont sur le terrain, qui ne vivent pas forcément bien ce qu'elles font, et vous nous reprochez de ne pas assez souvent leur rendre hommage. J'ai envie de vous répondre que j'ai l'impression que vous ne rendez pas très souvent hommage à leurs victimes aussi, qui, on l'a bien vu, gloire à toi, curieux, étaient des balles perdues, des personnes qui étaient au milieu, des personnes qui ne devaient pas être là. Il y a Zied, il y a Boubacar, il y a Jean-Paul, il y a tous les autres. Et donc il y a des questions qui émergent au niveau de la police, notamment sur le fait de ces chiffres que vous utilisez beaucoup, à savoir cette augmentation, ce 1 cas toutes les 30 minutes, qui repose essentiellement quand même sur l'augmentation du nombre des contrôles et qui fait qu'il y a une surcharge de travail inutile pour toute une partie de nos forces de l'ordre. Qui s'inquiète de ces morts, de ces victimes, de sa sécurité qui ne s'améliore pas, de ce sentiment que quand on est pauvre, on a un peu moins droit à la sécurité que tous les autres. Ça, c'est un projet de société, liberté, égalité, fraternité. Enfin, et j'en terminerai là-dessus pour essayer pour une fois de tenir mon temps de parole. Cette semaine, les Verts en force au poste. Ce sera encore une succession de chiffres, ou est-ce que pour une fois, vous accepterez d'écouter d'autres voix, de travailler enfin, en sortant de la caricature des écologistes et de la gauche, pour qu'on puisse offrir un véritable projet au service des Français et pas au service des chiffres. Merci, David Lehmann pour le groupe des gauches. Je m'amuse. Elle était bien. Je vous l'ai dit. Merci, Monsieur le Président. Bravo, Madame, absolument. J'ai écouté vos propos. Bon, on n'est que 200, enfin, je vous rassure, on est 200 fois plus que sur le tweet de... Mais 100 fois plus que sur le tweet de l'Assemblée. Je me dis qu'il faut que je profite de ce moment pour vous parler de ces travailleurs des entreprises Chronopost, DPD, RSI, qui sont depuis 1 an en grève pour obtenir leur régularisation. Il y a un piquet de grève chez moi à Gennevilliers, dans ma circonscription. Ça fait 1 an que nous essayons un dépôt collectif en préfecture de... C'est Elsa Fossillon, non ? Que les services nous trimballent.
et que ça fait 1 an que ces hommes qui, pour beaucoup, ont traversé la Méditerranée durement, qui ont travaillé pendant le Covid, qui sont exploités par ces sociétés du bâtiment, eh bien, attendent que quelque part l'État, par le biais de la préfecture, dise eh bien, qu'il veut les protéger. Et c'est ça qui est attendu comme réponse. Donc, comme on a beaucoup de mal à obtenir soit des rendez-vous, soit des réponses fermes, je profite de votre audition pour pouvoir vous reformuler cette question et vous demander si dans les préfectures concernées, vous pouvez aider à ce que nous soyons pas simplement reçus, mais aussi que des réponses plus pérennes et qui permettent leur régularisation soient permises. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, la semaine dernière, au village des Alternatives, un festival citoyen voulait proposer des solutions face aux enjeux sociaux et environnementaux. Il y avait un atelier de désobéissance civile. Chacun ici a le droit de ne pas être d'accord avec ça. La question, en revanche, c'est que quand un préfet propose de leur couper les subventions au nom du non-respect du contrat d'engagement républicain, eh bien, je crois que c'est une atteinte extrêmement grave aux libertés fondamentales d'expression et d'association. Nous avions pointé déjà ces dangers au moment de la loi séparatisme, au moment aussi des prorogations d'état d'urgence qui déjà s'attaquaient à des militants et créaient une confusion entre terroristes et citoyens de confession musulmane. Donc pour aller vite, est-ce que vous allez permettre que cette association continue à avoir ses subventions? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous pourrez répondre à cette première série de questions, étant précisé qu'il en restera ensuite 27. Ah, bien. Pardon. Tout augmente, Monsieur le Président, y compris les questions. Oh. La démocratie, moi. Et... Alors, beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre, peut-être, si vous me le permettez, de la fin au début. Moi, je suis prêt à vous recevoir, Madame la députée, avec le collectif, moi-même, si vous le souhaitez, avec grand plaisir, et Monsieur le Préfet. Je me suis penché sur cette question, puisque Monsieur le Préfet m'a fait remonter la demande. J'ai cru comprendre que la demande de régularisation concernait le collectif. Et moi, il ne peut pas y avoir de régularisation collective, il peut y avoir des régulations individuelles, sur lesquelles moi je suis prêt à aller. La contrepartie de la régulation individuelle, c'est que les gens ne doivent pas être en contraire avec ce qu'on essaie de faire dans notre pays sur justement les régularisations. Je prends un exemple, pourquoi on ne fait pas du collectif? Je ne peux pas m'engager devant vous faire 100% de collectif des travailleurs sans papier de Chronopost. Imaginons que l'un d'entre eux ait un casier judiciaire, je ne régulariserai pas, je vous le dis, cette personne. En revanche, vous avez tout à fait raison, comme j'ai dit à mon propos introductif. Non mais, bien sûr, bah oui, si cette exception-là, ça devrait aller. Donc ça devrait aller. C'est pour ça que je vous dis que si... ça devrait aller. On pose la question des employeurs qui prennent des travailleurs sans papier, qui sont les seuls à pouvoir demander la régularisation, encore une fois, je pense que c'est un rapport de force qui n'est pas positif pour le salarié, vous le savez. Il a raison. Si on change ça dans la loi, ce sera une bonne chose. Bon. Et la deuxième des choses, effectivement, si les personnes travaillent, souhaitent s'intégrer à la République, moi, ma ligne à moi que je souhaite qu'on porte dans le texte immigration... Travaille et souhaite s'intégrer à la République, c'est marrant, hein, la même phrase. C'est que nous soyons durs avec les personnes qui soient étrangers délinquants sur le sol national et que nous puissions régulariser et aider ceux qui veulent travailler. Et lui, il a cherché la formule. Je pense que c'est une ligne toute républicaine. Toute républicaine. Et il y a plein de gens qui méritent sans doute d'être régularisation et qui ne les ont pas aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui les ont alors qu'ils ne devraient pas les avoir. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, on a refusé 70 000 titres de séjour pour des personnes qui les avaient jadis automatiquement parce que les agents de préfecture ne regardaient pas les casiers judiciaires avant de renouveler les titres de séjour. Ça, c'est modifié. Et moi, j'assume cette fermeté sur ce point. En revanche, vous avez parfaitement raison, il y a des gens qui travaillent depuis des années sur le territoire de la République, qui parlent français, qui fondent des familles, qui parfois payent des cotisations. Qui font des familles. Qui ne profitent pas de cette solidarité nationale auquel ils ont le droit. Parce qui fondent peut-être. Ne jouent pas, si je veux dire, le jeu légal. Donc moi, je recevrai, Madame la députée, et on regardera les choses et on aura l'occasion d'en reparler. Madame Rigol, bon, moi je suis un peu étonné de votre intervention, mais en vous écoutant, si j'avais une boutade, je dirais que je préfère la gauche Roussel à la gauche Rigol, parce que... Oh là là. Voilà, Monsieur Roussel, je pense que ça se voit qu'il n'est pas de droite, que je connais bien. Non, mais on a le droit de parler de M. Roussel sans que ce soit une insulte pour ses partenaires. Pas... Bon. S'il vous plaît. Mais Madame, c'est naze. Souffrez que je puisse parler aussi. Ouais, sinon, c'est un jeu politique où je ne fais que vous écouter. Mais
Oui, mais moi j'aimerais bien plein de choses, mais on va peut-être, si je peux me permettre, vous concentrer sur la réponse que monsieur je le vais faire. ministre. Donc voilà, moi je vous dis que M. Roussel, on a plein de désaccords. Quand il évoque le fait qu'il soutient, comme ce matin encore, puisque j'écoutais la radio ce matin, comme contre vous, qu'il soutenait les ouvriers de la sécurité, comme ils les appellent, les policiers, bah, je crois que effectivement c'est plutôt la tendance républicaine que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai l'âge de faire de la politique, et notamment à gauche. Et en vous écoutant, madame, je comprends pourquoi l'essentiel désormais des Français, des forces de l'ordre en particulier, et c'est un drame parce que ça n'a pas toujours été le cas, où des Français désormais disqualifient la gauche que vous représentez pour les protéger. Parce que justement la plus grande politique sociale, c'est la protection des plus faibles. Et les plus riches d'entre nous, madame la députée, ils n'ont pas besoin d'effectifs en plus. Ils n'ont pas besoin... Est-ce que je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît ? Les plus riches d'entre nous, ils n'ont pas besoin de forces de police supplémentaires. Ils n'ont pas besoin de caméras de vidéoprotection. Ils ont déjà, par leur propre comportement, parfois leur propre mobilité, ils ont quitté les quartiers les plus populaires, que beaucoup d'entre nous connaissent ici. Ils ont payé leur propre système de sécurité et ils attendent de l'État de la fermeté et de la protection. Parce que sans cette protection, cette fermeté, sans les policiers de la République, d'ailleurs, je voudrais dire ici qu'ils sont les enfants, non pas les enfants des patrons du 440, mais les enfants des employés, des ouvriers et des commerçants de France. C'est les soldats de l'an 2, les policiers et les gendarmes. Eh bien, ces policiers, ils méritent, je crois, respect. Et quand on augmente de 100 € par mois le policier, c'est ce que vous allez faire dans la loi de mise si vous la votez, 100 € par mois, je pense qu'on augmente un ouvrier de la sécurité, voilà, comme dirait Fabien Roussel. Donc moi, je partage pas vos attendus, et j'ai été assez scandalisé que vous parliez des victimes des forces de l'ordre. Voilà, j'en suis désolé. Et ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec la France insoumise. Là aussi, je suis particulièrement, personnellement, particulièrement choqué. Comment vous l'explicitez sans... Non, pas d'insultes dans le chat, s'il vous plaît. Parce que quand on dit que la police tue, M. Bernalicis... Je suis très poli, madame. Non, mais... S'il vous plaît, vous avez tous auditionné le ministre. Poser une question au ministre de l'Intérieur, laissez-le au moins répondre. Et ce qui me paraît intéressant, c'est quand on a la chance, comme nous tous, de parler, quand on a la chance, comme nous tous, de parler à la télévision, à la radio, on blesse des gens avec nos mots. Et quand on dit que la France tue, par les policiers, quand on dit que les policiers assassinent, on les blesse profondément. Et je crois que c'est une très profonde question. Certains tuent. Les gendarmes. Et que vous puissiez défendre à la fois M. Equissen, qui est un islamiste radicalisé, qui explique... Oh là 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 là, le mec il mélange tout là exprès, allez, je te fais une bouillabaisse de tout ça. Les députés de la France Insoumise soutiennent que M. Equissen doit rester sur le territoire national. C'est dingue. Il avait une question qui lui était posée sur quel est le choix de société. Ça, c'est de la question. Oui, aujourd'hui, pour protéger nos concitoyens, notamment dans les territoires les plus pauvres, il faut expulser M. Equissen qui est un radicalisé. Et qu'il se trouve des gens qui, dans la même bref, et des pizzas avec lui, c'était comment ? Et défendent un imam islamiste radicalisé, je me dis qu'il y a une cohérence idéologique, en effet, dans votre propos, qui n'a rien à voir avec les textes législatifs que l'on peut proposer. C'est un projet de société, moi je le respecte, si j'ose dire, en tant qu'idée politique, mais que je combats fortement. Et c'est à bon compte que le préfet de la Vienne fait son travail de préfet de la Vienne. Et il a parfaitement raison. Et il a pris cette initiative quand il a vu les choses qui se passaient sur le territoire qu'il a administré au nom de la République. Et je le soutiens. Monsieur le Président de la Commission en est élu. Il pourra, s'il veut, s'exprimer. Mais je le soutiens parfaitement. La République, c'est pas n'importe quoi, n'importe où, avec l'argent public. Voilà, c'est peut-être une différence politique. Mais il faut qu'on accepte d'avoir ces différences, bien évidemment. Monsieur le maire a évoqué... Donc, pour ceux qui ont cru une seconde qu'il y avait une forme d'humanisme chez M. Gérald Darmanin quand il a parlé de l'immigration de travail, qu'il fallait régulariser, eh bien là, on voit que le naturel est revenu au galop. Le député, ça me permettra de répondre à Mme Jacquin aussi. L'idée que sur un endroit, on concentre les moyens aériens, parce que pendant le débat de ces feux de forêt, on a dit pourquoi il n'y avait pas... d'avions du côté de la Gironde, pourquoi on n'avait pas à Brest, pourquoi on n'avait pas dans le sud. Sur un moyen, on arrive à pouvoir mutualiser un certain nombre d'outils extrêmement techniques pour réparer notamment les Canadair, et on les répare la nuit, parce que les Canadair ne peuvent pas voler la nuit pour éteindre les feux de forêt. Aucun Canadair du monde ne le fait, Canadair ou autre appareil de n'importe quelle autre marque, je ne veux pas faire de publicité particulière pour les Canadair, et on les répare la nuit
pendant qu'ils volent le jour. Et parce que nous avons des techniciens... je suis d'accord avec toi. Là, il y avait une salve de questions trop importante. Donc là, on rentre dans un tunnel d'auto-congratulation. Donc on peut, une base qui, par ailleurs, en étant on peut discuter. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat ce qui vous fait vomir. Le feu. Parce que je m'en doute, mais ce serait intéressant qu'on analyse ensemble. Qu'est-ce qui nous rend ce discours particulièrement odieux et dégueulasse? Énormément de moyens aériens et terrestres pour les éteindre. Moi, par exemple, un point. Et ce qu'il faut, c'est pas donc je trouve qu'il y a quelque chose de largage d'eau. On pourrait dire de bonne guerre d'un point de vue politique, mais il faut bien dégueulasse. C'est-à-dire qu'effectivement, la gauche va mal en ce moment, et la défoncer comme ça, c'est taper un homme à terre, quoi. Hein, un homme ou une femme à terre. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment... Le président de la République nous l'a demandé, donc je le rendrai à la commission des lois. C'est ça que je trouve particulièrement odieux, en fait. Des services donc de dire je comprends mieux pourquoi plus personne ne vote pour vous, pourquoi parce que les policiers ne sont pas avec vous, toute particulière. C'est ça qui me paraît particulièrement odieux. Mais vous, dites-moi ce qui entretienne cette forêt, et le non-entretien de cette forêt, puisque la question m'a été aussi posée, a causé. De Montagne, c'est le ton mièvre avec lequel il assène ses fausses vérités, ses attaques basses. Les pompiers, ils sont arrivés dans des conditions extrêmement difficiles. Par ailleurs, il y avait de la tourbe, donc le feu s'est enterré. Par ailleurs, il y avait du vent. Donc vraiment, c'était une multiplication de facteurs très négatifs. La morgue de ce monsieur, beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, et toujours essayer de jouer sur les dissensions. Le lien étranger, immigration, impunité par la police, les blagues pour entrecouper tout ça. Il embrouille le discours et met tout le désordre pour que les concitoyens n'aillent pas chercher plus loin, absolument. Le centre européen, puisque par ailleurs, on voit bien que l'année dernière, on a eu très peu de feux de forêt. Extrême droite, sourire narquois, rhétorique provocante. On a beaucoup aidé nos amis italiens, nos amis algériens, nos amis grecs, nos amis israéliens. La police qui protégerait les faibles et pas les riches qui n'en auraient pas besoin. Et que c'est le bassin méditerranéen qui brûle. Et pas simplement la France ou l'Espagne. C'est même pas taper la gauche à terre, c'est surtout la froideur et le mépris dont il fait preuve, nous dit Dralek. De nos pilotes et de nos techniciens qui sont extrêmement courageux. Surtout que les feux de forêt, maintenant, là, nous sommes tous rentrés, si j'ose dire, mais il y en continue. Tous les jours, il y a des déclenchements de feu, et la Corse, ce sera jusqu'au mois de décembre. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention des feux de forêt qui désormais n'ont plus de saison. Et oui, vous avez raison, la base européenne à Nîmes, c'est ce... Ne réponds pas à la question, attaque gratuitement. Je lis pas tout à voix haute, mais par contre, je lis tout dans le chat et je trouve ça super. Pour pouvoir constater l'excellence de cette base et de ses pilotes. Vous avez aussi posé comme Madame Jacquet Laforge, pardon, pas Madame Jacquin, j'en suis désolé. Dit Gebor, le refus systématique de voir la réalité en face et la volonté de faire couvrir la police dans n'importe quelle circonstance en bloquant toute critique ou remise en cause. On a désormais la flotte d'Europe. On a également donc là, c'est les feux. L'intégralité pour les années qui viennent, ça c'est prévu dans la LOPMI, les crédits sont là. Donc c'est toujours pareil, quoi. On répare on éteint les incendies, mais on s'intéresse pas aux causes. On balance des CRS et des gendarmes mobiles partout, mais on s'intéresse pas aux causes, aux raisons de la colère, quoi. En fait, c'est la même logique. Donc on a un travail pas tellement de financement national, même si on peut toujours acheter des Canadair ou des hélicoptères en européen de façon supplémentaire. Alexandrine nous dit qu'il avait préparé son attaque à la NUPES, quoi qu'ils auraient demandé, il aurait dit la même chose. Eh ben, peut-être, mais n'empêche que le fait qu'il démarre là-dessus de manière aussi létale, à mon avis, en dit long. Moi, je pense qu'il faut continuer à critiquer, à observer, à débattre, à contredire, etc., parce que c'est quand même une épine dans le pied, quoi. Voilà. Qui ne connaissent pas le même nombre de professionnels et de départements pauvres qui ne peuvent pas embaucher un nombre de professionnels au niveau. Et donc il y a un moyen entre les SDIS, si j'ose dire, de solidarité. Et puis il y a une question de financement. Aujourd'hui, les SDIS, ils sont en partie je vais me faire un café. Par une taxe sur les assurances qui est versée au département, mais qui n'est pas versée intégralement. Je vous laisse plein pot, ça va vous faire plaisir. Et donc il y a un effet miroir par le département qui sans doute paye d'autres dépenses qu'on lui a imposées. Donc ce n'est pas une critique envers les élus départementaux qui font que l'intégralité de la taxe pour laquelle on taxe les entreprises n'est pas versée au département. Donc il y a un travail très important désormais à faire avec l'ADF et avec la sécurité civile de modernisation de notre appareil de sécurité civile au nom du réchauffement climatique. Alors vous avez posé des questions sur les violences intrafamiliales, notamment sur les capacités de communication et de plainte.
Donc le dispositif masécurité.fr, moncommissariat.fr, ma brigade de gendarmerie.fr fonctionne bien en information. D'ailleurs, je vous recommande tous de le télécharger. Vous pouvez parler en direct à un policier et à un gendarme par chat pour lui signaler un fait. D'ailleurs, une grande partie des affaires de points de deal que nous démembrons, je rappelle qu'on a fait baisser de 25% les points de deal en France en 2 ans, viennent de l'application masécurité.fr. Et effectivement, dans les transports en commun, par exemple, pour tous ceux qui se font embêter dans les transports en commun, à commencer par les femmes, peuvent désormais, sans apparaître téléphoner ou appeler le 17, dire en direct sur leur téléphone, en chattant, quelle est leur difficulté. Mais vous avez raison, le sujet principal, c'est le recueil de plaintes. Alors on a expérimenté plusieurs choses qu'on va généraliser. D'abord, il y a le aller vers. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dispositif législatif pour généraliser ce qu'on a commencé à faire dans 3 départements de France. C'est-à-dire que des policiers et des gendarmes vont soit chez la victime, soit chez quelqu'un que choisit la victime, leur mère, leur meilleur ami, enfin, leur père, qui le souhaite, soit dans une association, par exemple de protection des femmes, soit c'est chez leur avocat, et les policiers se déplacent et vont prendre la plainte. C'est le cas évidemment des gendarmes. Donc ça, c'est une première chose, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller dans un commissariat, qui n'ont pas envie dans une brigade de gendarmerie, qui sont traumatisés, qui n'ont pas envie de le faire. La deuxième des choses, c'est qu'on a, grâce à la LOPMI, prévu une disposition extrêmement importante, qui est la plainte en visio. Ça concernera évidemment les violences conjugales, mais ça peut concerner toute forme de violence, toute forme de dépôt de plainte. Et dans le ministère de l'Intérieur, par ailleurs, on travaille à l'identification numérique. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. Mais désormais, si vous votez à la disposition législative de la LOPMI, alors vous pourrez faire un dépôt de plainte en restant chez vous, en étant directement, effectivement, dans votre lieu de travail pour éviter de prendre une demi-journée de congé, par exemple. Et puis désormais, je pense qu'à partir de l'année prochaine, on sera à 100% de services d'hôpitaux qui font venir les policiers et les gendarmes pour prendre la plainte lorsque la personne victime de violences conjugales ou d'agressions sexuelles doit faire des examens médicaux immédiatement. Et pour éviter de l'amener à l'hôpital et puis ensuite qu'elle aille au commissariat, ou qu'elle aille d'abord au commissariat et qu'elle perde les preuves de son agression, eh bien désormais, nous généralisons les conventions avec l'ensemble des centres hospitaliers de France. Alors, pour M. Ciotti. Bon, M. Ciotti, ça se voit que vous êtes en campagne électorale parce que vous exagérez un peu plus que d'habitude. C'est déjà... Hein, là, 45% d'augmentation. Bon, voilà. Bon, je rappelle les chiffres à M. Ciotti. 2017-2022, moins 25%. Moins 25%. Mais on n'a pas terminé. Non, mais depuis 2012, pourquoi pas depuis 1982 ? Moi, je suis né en 1982. Bon. Non, mais les cambriolages de logements... Monsieur Ciotti. Les cambriolages de logements ont baissé de 25%. Les vols de véhicules de moins 21%, les vols avec armes de 17%, les vols violents sans armes de moins 30%. Bon, on rappelle que ces chiffres-là donnent surtout un état du travail policier. Les violences physiques aux personnes ont augmenté, et notamment, je l'ai dit, sur 100% des augmentations physiques, 90% à cause des violences conjugales. Je vous l'ai dit, en 2022, le premier semestre de l'année 2022, les résultats sont moins bons. J'ai noté de le dire, mais moi, c'est mon travail que dire, évidemment, quand on Oui, il provoque avant de répondre, mais surtout, moi, ce que je trouve fou, c'est le côté entendu. Ça fait rire tout le monde. Vous êtes en campagne, sous-entendu, pour raconter n'importe quoi. On sait tous, on l'a tous fait, quoi. C'est ça que ça veut dire, je trouve. C'est dingue. Monsieur Ciotti, c'est un chiffre qui n'existe pas, vos 45%. Alors, par contre, vous avez évoqué le fait que pour lutter contre l'insécurité, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs politiques publiques. Là, je suis d'accord avec vous. Alors vous me dites pourquoi vous n'avez pas fait une loi commune de programmation avec le ministère de la Justice. D'abord, vous savez bien que ce n'est pas la coutume, monsieur Ciotti, parce que vous connaissez très bien les deux LOPSI précédentes, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui les a portées. Mais réjouissez-vous, tressaillez de joie, comme on dit. Vous allez avoir le ministre de la Justice qui va venir devant vous présenter une grande loi. Tressaillez de joie, ce serait peut-être pas mal en son, en chaîne. De renforcement des moyens de la justice. Tressaillez de joie. Personnellement, je l'espère. De procédure pénale. Donc, gardez votre énergie pour monsieur le garde des Sceaux. Ce sera un très beau moment de télévision, j'imagine. Du code pénal, vous avez raison, journaliste. Mais bon, du code et de procédure, j'imagine qu'il y aura des changements. Bon. Enfin, monsieur le garde des Sceaux aura le bonheur de discuter avec vous. En plus, vous partagez les mêmes goûts pour Nice, donc vous serez très heureux. Il faudra inviter M. Estrosi, comme ça à 3, vous serez très heureux ensemble. Troisième sujet, M. Ciotti, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y ait pas de simplification.
Monsieur Ciotti, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de simplification de procédure pénale. Condescendance, voilà, c'est le terme que je cherchais. Merci, Tika. Il y en a. Et d'ailleurs, je pense que ça me sera reproché par une partie de l'hémicycle. Donc, vous verrez que c'est pas tout à fait vrai, même si je veux bien dire volontiers que les articles les plus importants, les changements les plus importants doivent être donc la loi dans un texte du cadre des Sceaux. C'est des questions ici, c'est celle qui sera discutée, je crois, le mois prochain. Alors, je peux vous dire que là, sortez les cafetières parce qu'on va tout suivre. Je ne sais pas, vous avez vu que dans la LOPMI, il devait y avoir le texte immigration, ça n'a jamais été le cas. Le texte que j'ai présenté en mars dernier, il n'y avait aucune disposition sur l'immigration. On a même Alors, le texte en mars dernier comportait le double de dispositions que celui qui va être discuté parce que Borne a dit ça commence à suffire, vous me coupez ça de moitié. Ça n'a jamais été dans la LOPMI. Donc il y aura un deuxième débat, je pense qu'il est assez complexe comme ça, qui arrive bientôt, en octobre dans votre hémicycle, en janvier dans le Sénat. Au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée, sur un texte immigration. Vous me posez la question d'augmentation. En janvier. Bon, on prend date. Je pense que vous avez mal lu la LOPMI, monsieur le député Ciotti. Il y a 700 places prévues supplémentaires, ne serait-ce que dans les 2 prochaines années. Bon, on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets. La question m'a été posée par monsieur Boudry. Enfin, il n'a pas posé de question, il a plutôt évoqué des opinions qu'il a asséné sur les délinquants étrangers. Je pense que là aussi, vous caricaturez vraiment. Si je prends l'exemple de la dernière année, qui pourtant n'était pas très aidante avec les difficultés sanitaires que nous connaissons, les tests PCR qu'on devait imposer aux gens qui partaient du territoire national, on a expulsé 3250 étrangers délinquants. C'est une augmentation de 60% de ce qu'on faisait l'année d'avant, hors Covid. Voilà. Donc je pense que ça ne sert à rien de caricaturer pour appuyer votre propos. Je signale d'ailleurs que les moyens budgétaires que vous évoquez, dont vous vous moquez, je ne sais pas si on rencontre les mêmes policiers, mais en l'occurrence, monsieur le député, vous n'avez jamais voté ces crédits. Quand je dis vous, c'est vos représentants politiques. D'ailleurs, ils n'ont voté aucun texte de sécurité. Et Mme Le Pen a même réussi à se féliciter au séparatisme qu'elle n'avait pas voté, ce qui était un moment étonnant de télévision. Non, il aime bien ça, les moments de télévision. Oui, mais c'est séparatisme et sécurité globale, c'est pas la même chose. Dans votre souci de voter contre tout ce que je propose, M. Manessis, vous englobez tout. Mais non, elle a voté sécurité globale, mais elle n'a pas voté séparatisme. Et elle a même combattu fortement la loi séparatisme, expliquant qu'elle était liberticide, que ça réglerait rien. Elle a réussi pour le Burkini à s'en satisfaire, et elle a réussi pour l'imam Iqiyoussen à s'en satisfaire. Donc, ça a réussi 2 fois. C'est insupportable. Pas voté. Merci beaucoup, Mardesp. Merci beaucoup pour ton abonnement. De manière non politicienne. Après, le fait, monsieur le député, que vous soyez un policier... ça fait plusieurs fois que vous sortez cet argument. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon argument. Il peut y avoir des bouchers qui font de la politique et qui étaient des mauvais bouchers. Il peut y avoir des poissonniers qui font de la politique qui sont des mauvais poissonniers. Donc je ne suis pas sûr que le fait que il est en train de dire que c'est un mauvais flic soit en soi un argument. Me semble-t-il, en tout cas c'est un argument de facilité. Et je vous encourage peut-être, pour le bien de la sécurité, à désormais épouser une position plus générale, peut-être moins dogmatique. Voilà. Peut-être mauvais flic, bon boucher, peut-être. Mais... Attendez, monsieur le ministre, s'il vous plaît, voilà. Pour tous, vous avez interrogé le ministre de l'Intérieur dans vos mots et avec vos expressions. Il vous répond. Donc, si vous pouvez faire l'honneur de au moins vous taire quand il vous répond, ce serait appréciable pour tous ceux qui attendent des réponses. D'accord ? C'est vrai, on est combien ? On est 250. La démocratie parlementaire, monsieur le président, vous avez raison. J'ai essayé de ne pas interrompre les gens quand ils m'interpellaient, voir qu'il était à quasi-insulte, mais on va essayer d'avoir le même échange. C'est tendu, en tout cas, regardons les choses dans les faits. Il n'y a jamais eu autant de moyens pour la police et la gendarmerie que depuis que le président de la République est Emmanuel Macron. C'est une vérité. Et on aura l'occasion d'en reparler. Madame Untermeyer a évoqué la réforme de la police nationale, de même que Madame Guévenoux. Bon. C'est un point très important, évidemment. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Et moi, je me réjouis de la mission d'information de M. Bernalicis et de Mme Guévenoux. Le Sénat a fait une mission d'information et je suis d'ailleurs en mesure de vous dire que j'ai saisi l'IGA et l'IGPN pour également avoir un audit sur les territoires expérimentaux. Et ça tombe très bien, puisque si c'est 3 mois chacun, si j'ai bien compris votre démonstration, et même si c'est 6 mois, puisque la LOPMI passe d'abord au Sénat, donc ce sera dans le temps, on en tirera toutes les conclusions des audits et des missions parlementaires. Donc
Le texte de loi, Madame Untermeyer, n'y voyait pas un agenda caché. Simplement, il se trouve que pour pouvoir faire adopter quelque chose, vous le savez bien, il faut l'écrire pour qu'éventuellement, 2 ans après, le texte... La mission d'information de Bernalicis, c'est sur la réforme contestée de la police judiciaire. Nationale, si nous considérons tous collectivement, exécutif et le Parlement, que c'est négatif, puisque par ailleurs vous votez l'article 1er de la LOPMI, qui est le rapport annexé qui prévoit la réforme de la police nationale. Donc n'y voyez pas de force cachée. Par contre, on peut revenir rapidement, puisque Mme Guévenoux et vous-même m'interrogez sur pourquoi cette réforme. Bon. La police nationale est une structure qui travaille en silo. A contrario, d'autres structures qui ne travaillent pas en silo, je pense à la gendarmerie nationale ou je pense à la préfecture de police. C'est l'histoire de la police nationale qui l'a voulu ainsi, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et moi, je peux constater que, ayant été maire d'une commune qui toujours travaille avec les policiers, depuis 2 ans que je suis ministre de l'Intérieur, je constate, comme tous les ministres de l'Intérieur avant moi, puisque cette réforme a été pensée par Jox, Madame Untermeyer, donc elle devrait culturellement vous intéresser. Bon. Mais sans la PJ, parce que au tempora, au mores. Nous avons des silos qui ne se parlent pas toujours. La police judiciaire, les renseignements territoriaux, la sécurité publique, l'ordre public, les CRS. Bien. Le souci du ministre de l'Intérieur, c'est que tout le monde se parle et qu'on soit plus efficient, parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est efficace ? Dans une organisation, quelle qu'elle soit, et singulièrement lorsqu'on dirige une administration, on ne fait pas une administration pour elle-même ou pour ses fonctionnaires. On la fait pour le service public que l'on rend. Moi, je constate que la délinquance criminelle a énormément muté. On parlera du cyber, il n'y a pas eu de question pour l'instant sur ce sujet, mais c'est un sujet absolument énorme. La moitié des crédits du ministère de l'Intérieur sont sur ce point. La voiture du voleur est devenue technologique. Elle utilise des moyens de captation très différents des écoutes téléphoniques d'hier. Elle travaille dans un réseau international. Et désormais, toutes les enquêtes de police, ou la quasi-intégralité des enquêtes de police que j'ai à ma connaissance, montrent que entre le grand trafiquant de drogue qui est à Dubaï et le point de deal qui est à côté de chez vous, le lien est souvent extrêmement fort. Par ailleurs, il y a des taux d'élucidation qui sont en baisse pour la police judiciaire. Là encore, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Année après année, ça ne date pas du président Macron, nous résolvons de moins en moins d'enquêtes judiciaires, notamment parce qu'il y a une technologisation. On pourra reparler lorsqu'on parlera peut-être de technologie un jour, on l'a parlé dans la loi terroriste. Comme tout le monde passe sur WhatsApp et sur Telegram, les écoutes téléphoniques ont désormais moins d'efficacité. Bon. Donc il y a une baisse des taux d'élucidation, il y a une technologisation de la criminelle, et puis il y a une organisation en silo. C'est tellement une organisation en silo, Madame la députée, que j'ai parfois vu des services de police faire entre eux des conventions pour travailler ensemble. Sécurité publique, PJ. C'est quand même un drôle de moment où vous vous dites qu'il faut que 2 chefs de service de la même maison, dans le même ministère, doivent discuter pendant quelques semaines et faire des conventions pour parler ensemble. Bon. Donc la réforme de la police, elle est d'autant plus importante que par ailleurs, vous, en tant que député, ou le préfet ou la préfète, ou simplement leurs collègues gendarmes qui sont organisés comme cela, sont dans un département atomisé en plusieurs directions. Il y a un directeur de la sécurité publique ou une directrice, un directeur ou une directrice de la PAF, un directeur ou une directrice de la police judiciaire, un directeur ou une directrice des renseignements, etc., etc. Et lorsque, par exemple, vous arrêtez quelqu'un, vous interpellez quelqu'un, imaginons quelqu'un qui a donné un coup de couteau, on peut se demander si c'est ce coup de couteau, est-ce qu'il relève du terrorisme, bien sûr, ça c'est la qualification juridique du parquet qui le dit, ou est-ce que ça relève d'une organisation criminelle, ou est-ce que ça relève du couteau, si j'ose dire, gratuit au coin de la rue. Qui se saisit de cette affaire? Si cette personne est un étranger, il faut qu'il y ait évidemment un lien avec la police aux frontières, puisque la politique du gouvernement, vous l'aurez compris, c'est de reconduire cette personne dans son pays, de lui retirer son titre s'il avait un titre, et de le reconduire dans son pays. Peut-être qu'une note du renseignement, on l'a vu dans l'affaire Samuel Paty, a pu évoquer des difficultés. Mais cette note de renseignement, pour des raisons de silo, n'est pas arrivée sur les bons bureaux au moment où nous en parlons. C'est vrai sur ce cas-là, c'est vrai sur plein d'autres cas des faits divers que nous avons connus, y compris d'ordre public.
Et sans doute que le service d'investigation qui s'en occupe, imaginons que ce soit le commissariat du coin, a besoin d'expertise de la police judiciaire sur des sujets technologiques ou sur des sujets de, ben voilà, ce monsieur qui a donné un coup de couteau, il se trouve qu'on le connaît dans un grand réseau international de drogue, de vol de voiture. Et aujourd'hui, on manque ce silo d'information. Donc l'idée qu'il y ait une direction unique de la police nationale dans notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et une direction unique par département me paraît une idée qu'avait eue jadis M. Jox conforme. Alors, entre-temps, il y a un certain nombre de questions qui se posent et que vous avez évoquées. Vous avez évoqué l'autonomie, finalement, de la police judiciaire. Elle sera renforcée. La police judiciaire, elle passera de 5 000 personnes à 20 000 personnes, puisque l'intégralité de la filière investigation, dont nous pensons tous, je reçois vos lettres, quelles que soient les familles politiques, vous me dites qu'il Sentier battant, la quadrature du net sera avec nous. En conséquence aussi, la police judiciaire, ce sera désormais plus de 20 000 personnes, et non pas 5 000. Ce qui permettra d'ailleurs une évolution de carrière beaucoup plus intéressante. Et je le dis ici, pas un policier qui fait la police judiciaire, le 28. que la police judiciaire demain. Deuxièmement, je peux comprendre mercredi en la 8. question qui se pose sur les à 9h. Il y a des gens qui me disent, oui, vous avez raison, votre réforme est bonne, mais sur la police judiciaire, comme la criminalité est organisée en dehors des frontières d'un département, il ne faut pas les limiter au département. Je leur réponds oui. Nous allons mettre en place, plus que dans la première version de la réforme, des antennes régionales qui recouvreront peu ou prou les bassins de délinquance qui travaillent déjà à peu près comme cela aujourd'hui, avec des chefs de filat, j'imagine à Marseille, à Bordeaux, enfin bref, un peu partout sur le territoire national. Troisièmement, on me dit, dans les affaires financières, du coup, on sera moins intéressé puisque le préfet aura l'info et pourra parler aux députés ou au maire du coin. Bon, moi, j'ai dirigé la direction départementale, les directions départementales des finances publiques. Je ne pense pas que les préfets avaient les informations sur les contrôles fiscaux et s'ils en avaient, ils prévenaient rarement les élus. Bon, donc pendant 3 ans, j'ai vu comment fonctionne un grand réseau qui a fait la fusion comptabilité publique, contrôle finances publiques. C'est exactement les mêmes critiques à l'époque d'ailleurs. C'est la gauche qui l'avait fait, très critiqué par la droite, et c'est nous qui, si j'ose dire, avons mis la peau à la source, et donc la fusion totale des deux administrations. Ben non, il y a un directeur départemental unique des finances publiques, il n'y a pas un type qui s'occupe de la comptabilité publique, une dame qui s'occupe des contrôles fiscaux, tout ça c'est sous l'autorité d'un directeur qui s'occupe de la papeterie, qui s'occupe des voitures, qui s'occupe des RH, qui s'occupe des bureaux, mais chacun a son métier. Et ils le font bien sans donner des informations. Alors, ce qui relève de la comptabilité publique, oui, au préfet, mais pas d'informations confidentielles du secret fiscal qui relève du secret, évidemment, de la procédure. Mais en imaginant que vous ayez raison, que c'est tellement délicat, donc j'ai proposé, et je le dis devant la commission parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait déjà entendu, que toutes les questions de probité qui concerneront les chefs d'entreprise, les élus, enfin tous ceux qui pourraient avoir des questions de lien avec les pouvoirs publics, seront faits non pas au niveau départemental, mais au niveau zonal. Donc imaginons que ça arrive à Tourcoing, eh bien ce sera dépaysé, et ce sera l'antenne régionale qui s'occupe de ce sujet, pour pas que ce soit le préfet de département qui soit en porte-à-faux avec leur directeur départemental qui aurait l'information sur une enquête judiciaire. Dernier point, vous dites l'autonomie par rapport des magistrats, mais qui choisit le service d'enquête ? Qui fait faire des actes d'enquête ? C'est pas moi qui dirige les policiers et les gendarmes sur le terrain lorsqu'il y a des interpellations, des actes d'enquête à faire. C'est bien des magistrats, des procureurs ou des juges. C'est pour ça d'ailleurs que la police municipale n'est pas OPJ, parce que rappelez-vous, la loi sécurité globale, on nous a dit, si vous voulez que les policiers fassent des passages fichiers, des amendes forfaitaires délictuelles, des choses qui relèvent de la police judiciaire, c'est le procureur qui prend la main et c'est plus le maire. Et les maires de France ont dit, non, on garde notre police municipale. J'avais quelque part plus de pouvoir quand je gérais la police municipale de Tourcoing sur les contrôles que depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Moi, je ne fais que donner au procureur de la République et aux juges des gendarmes qui agissent sur l'enquête. Alors ensuite, le préfet, bien évidemment, mais comme c'est le cas aujourd'hui, Madame la députée, il a un intérêt dans la sécurité de son département. Et pour bien qu'il... Alors pour ceux qui arrivent, Darmanin est auditionné depuis 1h30. Des informations qui lui permettent de lutter contre l'insécurité. Il reste à peu près 15 questions. Là, il est en train de répondre aux 15 premières. Parle et pas qu'on fasse de la réunionnite ou des silos. Moi, je trouve que la police judiciaire fait un travail formidable de modernité.
Il faut simplement qu'elle se modernise. Donc la réforme passe très mal de ce que j'en sais, de ce que j'en lis. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. La réforme de la police judiciaire, et donc il va y avoir une mission d'information. Après 2 réunions qui vont m'occuper les 15 prochains jours, un certain nombre d'arbitrages sur la présence des forces et le nombre des forces nécessaires, mais je n'ai pas encore tout à fait les dispositions à lui donner. Je peux déjà dire que nous annulons... Je précise donc que demain matin à 9h, Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation, sera au poste à 9h. Si vous avez des questions pour elle, vous pouvez déjà les poser là dans le chat. Oui, merci, la petite formule qui va bien. Et on lui remontera demain matin à 9h. On parlera pas beaucoup de karting, je vous le dis. On parlera des conditions de détention, des geôles françaises, des centres de rétention administratifs, des cellules de garde à vue, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entrevoit, de ce qu'elle pense. Dominique Simoneau, demain à 9h. À l'image des lois de progression militaire. Et je le dis pour mon ami Éric Ciotti, concernant ces insatisfactions, nous aurons à travailler, Monsieur le Ministre, sur la copie du Sénat, qui s'est saisie en première lecture, et donc nous travaillerons bien sur la copie des sénateurs, dont une partie significative appartiennent aux Républicains. Mais Éric Ciotti ne m'écoute plus depuis quelque temps, et j'en suis déçu. Je voudrais passer à un autre sujet, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, qui est les conséquences, vous l'avez évoqué un petit peu, de la loi séparatisme, votée il y a maintenant 1 an, à peu près, un peu plus. Vous avez noté les outils juridiques, vous les avez rappelés, qui ont permis à l'État d'être plus puissant, beaucoup plus fort, notamment dans la lutte contre l'islamisme politique. La capacité de l'État à répondre à l'enjeu du burkini, vous l'avez noté tout à l'heure, la capacité à rendre expulsable un imam qui avait prononcé des propos tout à fait contraires aux principes de la République, c'est le résultat de la loi séparatisme. Mais je voudrais faire appel au ministre des Cultes sur des points supplémentaires de ce texte sur le séparatisme que nous avons adopté, et notamment le résultat, le bilan que vous pouvez tirer 1 an après concernant la réforme des statuts des lois 1905, des associations de loi 1905. Il y a eu un débat assez fort, y compris d'ailleurs avec les cultes, sur ce sujet. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui les choses sont très apaisées dans l'exécution, dans l'application concrète de ce texte. La nécessité de séparer les activités cultuelles et culturelles, parce que c'est là que le terreau du séparatisme parfois se fait. Nous l'avions évoqué à plusieurs reprises. Nous avions donc musclé les conditions de statut des lois 1901. Qu'en est-il aujourd'hui? Puis peut-être un focus, pardon Monsieur le Président, mais sur la traçabilité des financements extérieurs, qui là aussi était un enjeu de sécurité publique important. Merci Monsieur Boudier. Monsieur Johan Gillet. Oui, Monsieur le Ministre, la ville de Nîmes, ville-préfecture du Gard, située dans ma circonscription, est aujourd'hui gangrénée par l'insécurité. Fin août, dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, un homme, sous contrôle judiciaire depuis plus de 2 ans, a percuté violemment une femme qui s'est retrouvée écrasée contre un mur. Fin août toujours, un incendie criminel a touché l'école du Mas-Roman, un acte intolérable survenu presque 1 an jour pour jour après l'incendie qui avait touché l'école Paul Langevin dans le quartier de Pisevin. Il y a une dizaine de jours, une jeune femme était agressée sexuellement en pleine rue par un mineur isolé. Les trafics de stupéfiants sont présents dans toute la ville, au quotidien. Les armes circulent et sont d'ailleurs utilisées fréquemment pour des règlements de compte, pour des tirs d'intimidation entre bandes rivales également. Les quartiers du Chemin Bas d'Avignon, de Pisevin, de Val-de-Gour et du Mas-de-Mingue sont particulièrement gangrénés par ces trafics et la présence importante d'armes. Les quartiers résidentiels autour de ces quartiers, eux aussi, comme le centre-ville et également les villages voisins, sont impactés fortement par la criminalité. Les homicides ou tentatives se multiplient à Nîmes. Je n'exagère pas la situation, Monsieur le Ministre. Je ne fais que décrire la ville de Nîmes et ses quartiers, devenus des zones de non-France, où les policiers sont devenus des cibles prioritaires. Les services de secours et professionnels de santé sont depuis des années régulièrement contraints d'y être protégés pour pouvoir intervenir. Les facteurs font quant à eux leur travail avec la crainte de se faire agresser. Les caillassages de bus du réseau de transport sont nombreux, contraignant régulièrement les chauffeurs à exercer leur droit de retrait. L'ultraviolence continue de s'intensifier. Aucune réponse n'est apportée par le gouvernement. Il y a 3 semaines, vous annonciez un renfort de policiers dans certaines villes, mais Nîmes n'était pas concernée. Je profite de vous avoir en face, Monsieur le Ministre, pour vous rappeler qu'en juillet dernier, le parlementaire que je suis, qui a un rôle de contrôle de l'action gouvernementale, vous a demandé un certain nombre de données chiffrées sur l'insécurité de ma circonscription et qu'à ce jour, vous n'avez pas daigné me répondre.
Alors bien sûr, vous me répondrez avec des chiffres, ceux des postes supplémentaires de ces dernières années. Et j'en termine, vous oublierez en revanche de parler d'effectifs nets et vous ne comparerez que les périodes qui vous arrangent comme vous le faites régulièrement. Monsieur le ministre, il est temps de permettre aux Gardois et aux Français de vivre en sécurité. Quand allez-vous cesser de détourner le regard? Quand ce gouvernement va-t-il enfin rendre aux honnêtes gens leur... Monsieur Léaumont. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La question que je vous pose, en fait, c'est une question qui me vient des pompiers de la Meuse, où j'étais en déplacement, et je leur ai dit, on voit Monsieur Darmanin la semaine prochaine, donc si vous aviez une question à lui poser, quelle serait-elle? Donc je rapporte les propos des pompiers de la Meuse. La première, c'est ils nous disent on a besoin de moyens, et notamment de moyens pour se fournir en matériel. Le deuxième sujet, c'est la perte de sens. Beaucoup d'entre eux m'ont dit que il y avait une perte de sens de leur travail parce que de plus en plus, ils sont obligés de faire des missions qui sont en réalité celles qui d'habitude sont celles des assurances, et notamment des assurances, enfin des ambulances privées, qui est le transport de personnes. Et ils me disent à la fin d'une journée, finalement, on a l'impression d'avoir fait essentiellement ça. La troisième question qui se pose, c'est la question des salaires, parce que les salaires, il y a des disparités assez énormes en fonction des départements, et dans leur cas, en l'occurrence,